Bonjour tout le monde, nous allons bientôt commencer, mais je voulais vérifier d'abord si nos panélistes en ligne sont connectés. Est-ce que Madame Anne-Claire Ampro est connectée? Voilà, on la voit. Est-ce que l'honorable ministre Mohamed Paté est connecté? Pas encore. Ok. Mais bon, on va commencer déjà par un panel qui ne va durer qu'une heure. Je sais que c'est vendredi et c'est très serré aujourd'hui. Je vais tout d'abord présenter les co-chairs. Donc, je suis Dr Sossefa, le directeur du programme mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées à l'OMS à Genève. Et je suis aujourd'hui avec Madame Precious Matsoso, qui est la coprésidente de l'instance mondiale de négociation intergouvernementale pour l'élaboration d'un instrument juridique, d'un traité sur les pandémies. Et nous avons d'éminents panélistes aujourd'hui, à savoir, excusez-moi, le docteur Aloïse Walidouf, qui est juste à ma droite, le docteur Aloïse Walidouf à ma droite, qui est en charge de la promotion de la santé au bureau de l'OMS au Sénégal. Donc, Madame Anne-Claire Ampron, que vous avez vu tout à l'heure, qui est l'ambassadrice pour la santé mondiale de la France. Le professeur Alfred Yawson, qui est professeur en santé communautaire donc, au Ghana. Le professeur Serine Magaye, qui est le directeur général du campus franco-sénégalais. Le professeur Mohamed Ali Paté, donc, qui est le ministre fédéral de la Santé au Nigeria. J'espère qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Et donc le thème de ce panel, comme vous l'avez si bien vu, c'est action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Et comme vous le savez, depuis le début de ce forum, nous avons beaucoup parlé des crises climatiques et environnementales et de leurs conséquences sanitaires qui affectent de manière significative la santé des populations en Afrique et partout dans le monde. Et ces crises soulèvent des enjeux majeurs aussi bien donc, pour l'Afrique que pour le reste du monde. Ce sont principalement les changements de température et les vagues de chaleur et toutes les conséquences que cela engendre en termes de pollution atmosphérique, mais aussi de propagation des vecteurs de maladies. Et ces changements aussi découlent d'altérations de l'écosystème qui favorisent la propagation de maladies infectieuses et parasitaires. Et ces conditions climatiques extrêmes affectent la production alimentaire, entraînant des pénuries, des augmentations de prix et des déficiences nutritionnelles très préoccupantes. Ces déficiences concernent également les ressources en eau avec des vagues de sécheresse, mais aussi des cycles d'inondation comme nous l'avons vu dans beaucoup de pays et des pénuries d'eau. Les maladies à transmission aidée telles que le choléra, la fièvre typhoïde aussi se répandent un peu partout dans ces conditions. Et ces catastrophes environnementales entraînent ainsi des migrations massives de populations, mettant en danger la santé physique et mentale, à cause notamment de leurs conditions de vie précaires et dans les camps de réfugiés et de déplacés. Et c'est dans ce contexte donc que nous organisons ce panel avec comme premier intervenant le docteur Aloïse Walidouf. Donc, Dr Diouf, quelles sont les initiatives spécifiques que l'OMS Sénégal met en œuvre ou envisage pour aider les pays africains et le Sénégal surtout pour la lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires qui sont exacerbées par les changements climatiques? À vous. Merci beaucoup. Permettez-moi, avant mon propos, de saluer les co-chairs ici présents et les co-panélistes. Et vous remercier, mais aussi les participants, bien sûr, et vous remercier pour la question qui vient d'être posée. Effectivement, les changements climatiques entraînent de lourdes conséquences sur les systèmes de santé dans le monde, mais particulièrement en Afrique.
il est important d'illustrer le propos par quelques exemples. En Afrique, la région a enregistré une augmentation des situations d'urgence liées au climat de 25% entre 2011 et 2021. C'est dire que l'Afrique est vraiment touchée par les changements climatiques et notamment son système de santé. Pourquoi nous avons tout ce fardeau au niveau du système de santé? Ce qu'il faut dire, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, c'est qu'on assiste de plus en plus à une augmentation et une propagation des maladies vectorielles. On se rend compte dans certains pays que, par exemple, la période palustre est de plus en plus prolongée. Les maladies d'origine hydrique aussi surviennent de plus en plus dans les régions où on fait face à des inondations, où on fait face à des situations des situations de vulnérabilité par rapport à cette question de maladies d'origine hydrique. Comment l'Organisation mondiale réagit pour corriger, pour aider les pays, parce que l'Organisation mondiale de la santé est le secrétariat des pays. Comment il agit pour aider les pays? Le docteur Tedros disait, partout dans le monde, les systèmes de santé sont vulnérables aux impacts du changement climatique, mais ils contribuent également. Cela veut dire que autant les systèmes de santé subissent les changements climatiques, autant les systèmes de santé constituent des pourvoyeurs, des facteurs de ces changements climatiques. Et c'est ce qui fait que en 2021, le Royaume-Uni, qui a assuré la présidence de la COP26, et l'Organisation mondiale de la santé ont soutenu une initiative en faveur de la santé, aux fins de laquelle les pays devraient s'engager à construire des systèmes de santé à faible émission de carbone, résilients face au changement climatique. Et sous la conduite de l'Organisation mondiale de la santé, l'Alliance Latache a été formée dans le but d'aider les pays à pouvoir mettre en œuvre ces résolutions de la COP26. Trois objectifs principaux, guident un peu l'action de l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement dans les pays en développement, notamment le Sénégal. Le premier objectif, c'est de promouvoir des actions qui réduisent les émissions de carbone et améliorent la santé. Deuxièmement, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes de santé de meilleure qualité, plus résistants au climat et durables sur le plan environnemental. Et troisième objectif, c'est de pouvoir protéger la santé contre les nombreux effets du changement climatique en mettant en place des systèmes de surveillance et de réaction compte tenu du climat. Comment tout cela est caractérisé? Avec la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, l'Organisation mondiale de la santé appuie fortement l'intégration de la santé dans les politiques climatiques. De plus en plus, dans les instances où on parle de changement climatique, la question de la santé est mise en avant parce que nous sommes tous conscients sur cette planète-là que les changements climatiques ont un effet sur la santé des personnes, mais aussi ont un effet sur nos systèmes de santé. Le renforcement de systèmes de santé résilients, l'OMS est en train de développer des lignes directrices pour aider les pays, notamment le Sénégal, à avoir et à adapter leur système de santé aux effets du changement climatique. Donc, au-delà de ces deux aspects, il y a aussi le renforcement de la surveillance et de la recherche qui permet aux pays de pouvoir développer des stratégies basées sur des évidences pour construire des plans d'adaptation au changement climatique, mais aussi travailler à l'atténuation des effets du changement climatique. Vous savez, nous avons eu, avec ces changements climatiques, je le disais tantôt, avec la propagation des maladies vectorielles, nous avons vu des maladies comme le Zika, chikungunya, des maladies qui sont revenues et que beaucoup de générations de médecins, de praticiens n'ont pas connues. L'Organisation mondiale de la santé
au-delà de renforcer les lignes directrices, travaille à renforcer les capacités des acteurs pour pouvoir faire face, où qu'ils puissent se trouver, et prendre en charge ces maladies. Donc de manière globale, voilà l'axe interventionnel de l'Organisation mondiale de la santé, notamment dans un pays comme le Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Dr. Diouf. Je suis sûr que cela va susciter beaucoup d'intérêt et de réactions. À présent, je vais passer la parole à Madame l'ambassadrice Anne-Claire Ampro, comme je l'ai dit tantôt, qui est l'ambassadrice pour la santé mondiale de la France. Et Madame l'ambassadrice, comment la France, à travers sa diplomatie sanitaire mondiale, peut-elle soutenir les pays africains dans la lutte contre les crises sanitaires liées au changement climatique et environnemental, notamment à travers, en termes de financement et de partage d'expertise? Merci. Merci beaucoup, docteur Socéphale, et merci à tous pour cette invitation, mesdames et messieurs les ministres. Je suis ravie de pouvoir intervenir. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous physiquement à Dakar, mais je souhaitais pouvoir intervenir avec vous aujourd'hui sur ce sujet important. Et vous l'avez très bien mentionné en introduction, l'ensemble des enjeux liés à ces interactions entre changement climatique et santé qui sont nombreux, ces deux grands défis qui sont inextricablement liés à notre époque et avec des conséquences que vous avez très bien rappelées, docteur Socéphale et docteur Waly Diouf, que ce soit en termes de facteurs aggravants des risques sanitaires existants, les risques de zoonoses qui avaient disparu et qui reviennent, Zika, la dengue, en Afrique, mais y compris dans des pays comme la France, et puis l'impact sur toutes les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement des produits de santé. Quand on parle de rupture de chaîne du froid, c'est évidemment un élément important à prendre en compte, et l'impact sur les systèmes de santé. Et comme vous l'avez dit également, il ne faut pas oublier l'impact du système de santé sur le changement climatique, et notamment la contribution de nos systèmes de santé à l'émission carbone. Et donc, c'est cette interaction dans les deux sens que la France essaie d'intervenir, et notamment en soutien aux pays africains dans cette lutte contre les crises sanitaires, notamment qui sont liées au changement climatique. Alors, comment le fait la France au travers de sa diplomatie? Tout d'abord, ce sujet de changement climatique est l'une des grandes priorités de la stratégie française de santé mondiale qui couvre la période 2023-2027 et qui avait été adoptée il y a un an. Donc, depuis un an, concrètement, on n'avait pas attendu la stratégie, mais concrètement, depuis un an, nous mettons en œuvre cette stratégie qui a un axe prioritaire sur cette action entre changement climatique et santé, et comment venir en soutien auprès de l'ensemble de nos partenaires. Alors, dans cette stratégie de partenariat mondiaux, et notamment avec les pays africains en santé, nous mettons en place des financements dédiés, notamment à travers l'Agence française de développement, d'une part sur tous les projets liés au changement climatique. On intègre une dominante santé, parce qu'à chaque fois on voit bien le lien, et puis dans les projets santé, on a cet aspect changement climatique. Un exemple très concret, quand on doit reconstruire des hôpitaux et quand la France apporte son financement à la reconstruction d'hôpitaux en Afrique, et c'est le cas dans un certain nombre de pays africains, on a cet aspect de changement climatique et comment avoir une structure du bâtiment qui va moins émettre de carbone et donc moins contribuer au changement climatique. Parallèlement, l'impact du changement climatique sur les populations, on a parlé des effets de migration tout à l'heure, on voit qu'on a aussi l'importance d'avoir un système de santé résilient, et aussi un système de couverture sanitaire résilient. Et ça, c'est aussi une des priorités de financement de la France, avec notamment l'Agence française de développement.
un autre axe, c'est non plus dans l'aspect bilatéral, mais aussi multilatéral, avec l'intervention des fonds multilatéraux auxquels la France contribue. À United, la France est le premier contributeur et Fonds mondial au deuxième, qui, dans leur stratégie, développent ces axes d'intervention avec ce lien entre la prévention des crises sanitaires dues au changement climatique. C'est le cas pour United avec les produits de santé. C'est le cas aussi avec le Fonds mondial, quand on regarde les modes d'intervention et de prévention surtout, sur le paludisme, sur la tuberculose, on voit très bien l'impact du changement climatique, et même sur le HIV avec l'effet des migrations. Et donc là, la France participe au financement de ces actions, de ces fonds multilatéraux. Autre type d'action, notamment du fait de ces interactions et la nécessité d'avoir une intervention qui ne se fasse plus en silo, qui soit multidisciplinaire, c'est la démarche Une seule santé que nous portons. C'est aussi un des axes d'ailleurs de la stratégie française de santé mondiale qui permet d'avoir cette approche transversale sur la santé humaine, sur la santé animale et celle des écosystèmes. On voit que c'est fondamental pour prévenir les crises sanitaires telles que Covid, mais toutes les zoonoses. Et donc la France porte cette approche de manière très forte et essaie d'apporter aussi des déclinaisons concrètes, notamment en termes de recherche. C'est extrêmement important pour l'ensemble des pays, et notamment africains. Il y a des initiatives qui ont été lancées, l'initiative Présode, qui a d'ailleurs été lancée aussi en Afrique, dans un certain nombre de pays, et qui, d'un point de vue recherche, complémentaire à l'expertise, doivent permettre d'apporter des solutions, notamment dans un certain nombre de pays, tels que les pays africains. Je parlais du sujet expertise, c'est extrêmement important. On voit bien qu'on a une expertise nouvelle ou des liens entre plusieurs expertises qui doivent être faites, ce qui est assez complexe. Et là, la France, c'est pareil, elle a choisi de porter cette expertise en finançant des experts dans un certain nombre de pays africains, avec le soutien des institutions telles que l'Institut de recherche sur le développement, le CIRAD. Et cet axe sur l'expertise est complémentaire d'un autre axe sur la formation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'expertise qu'on apporte, nous estimons que, en fait, sur ces sujets-là, il faut sensibiliser, il faut former les professionnels de santé, les communautés, les décideurs publics. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France soutient l'Académie de l'OMS, dont l'inauguration se fera le 17 décembre à Lyon. Et vous êtes tous invités d'ailleurs à participer à cette inauguration de l'Académie de l'OMS, qui a vocation à être le centre de référence international pour la formation des professionnels de santé. Et le sujet crise sanitaire, changement climatique, une seule santé, c'est une des priorités du programme de l'Académie de l'OMS. Enfin, dernier point, dans le cadre de sa diplomatie bilatérale, multilatérale, la France porte, notamment au niveau multilatéral, une ambition extrêmement forte sur ces sujets, notamment au regard de l'actualité qui est devant nous et qui est imminente, avec des conséquences très, très importantes. Donc évidemment, dans les instances multilatérales telles que le G7, le G20, mais aussi évidemment à l'OMS, nous soutenons l'approche Attache qui a été mentionnée tout à l'heure, nous y contribuons. Et puis avec Precious Matsoso, j'ai le plaisir de co-présider les négociations de l'accord pandémie à Genève, et on voit bien que ce sujet-là est au cœur des discussions, que ce soit sur l'aspect prévention, ou que ce soit l'aspect préparation de la réponse à une crise sanitaire qui est liée au changement climatique. Et c'est vraiment au cœur des discussions que nous avons à Genève. Et j'imagine que Precious Matsoso en parlera également. Les États membres négocient un accord pandémie dans lequel il y a un volet prévention, il y a un volet préparation et riposte, et on traite des zoonoses, de la prévention des zoonoses, de la préparation d'une réponse à une zoonose. Pas uniquement des zoonoses, mais on voit que c'est le risque majeur.
Et évidemment, dans ce cadre-là, nous bénéficions du soutien de l'OMS. Et cet accord sera aussi un soutien pour toute l'action de l'OMS lancée et qui a été très très bien présentée par le docteur Walid Diouf juste avant moi. Et donc, toutes ces démarches que la France met au travers de sa diplomatie, qu'elle affiche clairement en bilatéral, en multilatéral, notamment avec les pays africains, elle se veut une approche complémentaire de l'approche de l'OMS normative dont on a besoin et nous nous appuyons sur cette action de l'OMS pour ensuite développer notre diplomatie et apporter ce soutien aux pays africains, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'expertise, que ce soit en termes de formation et c'est pour nous extrêmement important et une très grande priorité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour cette riche contribution. J'avais déjà remarqué dans la stratégie française de santé mondiale que l'approche de la santé dans toutes les politiques était un axe très fort, où la santé ne se limitait pas au secteur de la santé. Et le fait d'influencer donc les pays que vous appuyez à travers cette approche intersectorielle, où tous les projets sur le changement climatique intègrent la santé et tous les projets sur la santé, vice-versa aussi, intègrent les changements climatiques. Je pense que c'est une approche très intéressante. Et au-delà de ça, votre contribution au niveau multisectoriel avec UNITED, le Fonds mondial, le G7, le G20 et bien entendu l'OMS, je pense qu'on a une approche très complète qui aura servi d'exemple aussi pour beaucoup d'États donateurs de l'OMS. Donc à ce stade, merci encore. Vous avez interpellé Precious, mais hier elle était panéliste et elle a beaucoup parlé justement des négociations sur le traité. Je l'ai beaucoup poussé à expliquer à tous les participants ce qui se faisait et le rôle de l'Afrique. Mais je vais lui passer la parole en tant que chair cette fois-ci pour les autres questions aux panélistes. Merci. Thank you very much and good morning everybody. I would like to remind all of us that we'll be discussing health challenges in the face of the environmental and climate crisis and hear from scientists about how with this alarming surge in climate and environmental disasters, how this impacts on health, but also how it impacts on health systems. But we also need to recognize that the intersection of climate change and health is undeniable. But also that climate crisis is a health crisis, and these are intertwined. So, Professor Alfred Josten, you bring a combined experience of being a physician, a public health expert, a researcher, an academic. How, in your opinion, do you think climate and environmental crisis can be tackled, particularly in the African continent that requires health systems resilience, health systems strengthening, that is consistently exposed to major outbreaks? So a collision of outbreaks, epidemics, non-communicable diseases, and climate change, environmental disasters. How, in your opinion, with that combined experience, do you think we can tackle this mammoth task? Thank you very much, Madam Moderator. I must say I'm very delighted to be here today to contribute to such an important discussion. Yes, health system resilience is fundamental. We say a health system is resilient if it is able to continue to provide essential services in the face of shock.
And we'll all agree that in most African health systems, there are some functional and structural weaknesses that makes this ability to provide essential services in the face of shock very challenging and difficult. And as was indicated, we live in the area of the earth where it's epidemic prone, pandemic prone, and we are always facing crisis. And our health system, unfortunately, have these fundamental limitations, structurally and functionally. We have health systems that have inadequate, inequitable distribution of facilities as well as human resources, coupled with a lot of external migration of highly skilled personnel. We also have inadequate or limited local funding for healthcare, and these really affect the strength of the health system. And we know that climate change has environmental and social aspects that affect the environmental and social determinants of health. It affects sufficiency of food, the quality of air, the settlement where the habitats where people stay, as well as the changes in the physical environment and safe drinking water. You will see that these are all linked to fundamental aspects of health, and these promote respiratory, cardiovascular diseases, and with accidents, disasters come with injuries and also accidents and emergency care services, which usually are the bane of most systems. Our emergency response within most systems of Africa are quite limited, and these are directly linked to the environmental effect that we have. We also have changes in the prevalence and distribution of disease-causing organisms, and as was said earlier, we are having places where some infectious conditions that used not to be endemic are gradually becoming endemic. And it is important for us to look at this, the interplay, where we structurally and systematically, whether deliberately or unintentionally, destroy our environment in the search of precious minerals. And all this weakens the fundamental structures of our systems. And it is important, as was said, to look at going forward, how do we strengthen our health systems in Africa to be able to respond to this crisis and still provide essential services, maternal, child health, nutrition, and care for non-communicable disease and mental health. We need to structure our health system in such a way that as we are planning, we take care of the environmental and climate change effect, train our health personnel, and we in the universities have a unique responsibility to do this, such that we should be able to train health professionals who are adept at managing conditions that probably they might not have seen in some years past but are currently recurring. We need to change the paradigm of how we train our health professionals, how we ensure that teams work together using the One Health approach that has been very heavily focused on. It is important that we get health workers working in a multidisciplinary manner, such that we don't only focus on the human health. Humans live in an environment and they interact with all kinds of physical, social, and zoonotic diseases are becoming prevalent. So we need to fundamentally structure our health system, starting with the pre-service training, how we train professionals in our health facilities, and when they become professionals, how we also provide continuous professional education using the One Health approach to help them focus. You could be a neurosurgeon, a urologist, whichever discipline that you are working in. We need to be mindful of the One Health approach and how fundamentally it may affect the patients you see. So using this approach, I believe, we'll need to strengthen the fundamental structures of our health system in terms of pre-service training, and even after a personnel qualify, how we continue to build their capacity
thinking holistically without just focusing on the patient they see in the consulting rooms. Thank you very much, Professor Lawson. Indeed, we have to relook our approach to how services are provided, but with these seismic shocks that are experienced when we have disasters, it is important that essential services are protected, but we are also confirming and emphasizing that the constraints that our systems, health systems, are multifactorial, functional, structural, systemic. So we have to recognize that in the manner in which we prepare for these environmental and climatic disasters, but that the social and environmental determinants of health need to be addressed because they are key contributors to our non-communicable diseases, our trauma, and they actually are a burden to our emergency services in health. But also we need to have a change in paradigm. There must be a paradigm shift in the manner in which we train, in the manner in which we organize our services, but also in the manner in which we structure our health system. So with that summary, I would like to also invite the next speaker, who will also share with us a slightly different perspective. Professor, Director General of the campus of Franco, Senegal. I'm right? Oh, merci. Professor Sejin Maguye, you bring to this discussion your global experience, your medical and surgical experience, but you also have conducted research, you've invested in capacity building. Can you share with us what kind of preventative strategies can be implemented to deal with climate and environmental crisis in Africa? Because we have to prevent these disasters from happening, but what does it mean for health? What kind of preventative strategies do we need in the health sector? Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. I would love to speak in Franglish to make sure that both English-speaking and Francophone would understand what I'll be saying. But since I'm more comfortable in French, I'm going to speak in French. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce panel. Je pense que les bases de ce panel ont déjà été posées par les interventions aussi bien de Madame l'ambassadrice, de notre collègue de Ghana et de mon ami et collègue le docteur Aloïse. Mais en parlant des crises environnementaux et climatiques, nous devrions aussi voir un tout petit peu comment nos systèmes de santé ont déjà été organisés pendant très longtemps. Nous tous avons été à l'université il y a peut-être plus de 40 ans, quand tout s'était organisé autour des maladies transmissibles, les maladies parasitaires, les maladies liées à l'eau. C'est ce qu'on a appris, paludisme, onchocercose, ainsi de suite. Et tous les systèmes de santé étaient structurés autour de ces maladies transmissibles, jusqu'à ce qu'au milieu des années 80, avec la pandémie du VIH, cette orientation soit encore beaucoup plus marquée, avec beaucoup de financement, aussi bien dans le domaine de la recherche que des soins liés à cette pandémie-là. Ce n'est que vers les années 90 et peut-être à la fin au début des années 2000 qu'on a commencé à assister en Afrique à une sorte de transition épidémiologique avec aujourd'hui une montée en puissance
des maladies non transmissibles, pendant qu'on n'a pas encore réglé totalement le problème des maladies tropicales négligées. C'est dont notre collègue, le directeur Socéphale, s'occupe au niveau de l'OMS. Mais en parlant des changements ou des crises climatiques et environnementales, il faut aussi voir ce qui se passe dans beaucoup de parties d'Afrique où il y a des conflits, soit des conflits récurrents et des conflits permanents. Et les conflits, surtout les conflits armés, les rébellions et autres, les bandes militaires qui essaiment certaines zones, sont des facteurs importants de transformation environnementale et de transformation climatique. J'ai eu le privilège, peut-être pas très heureux, d'avoir été il y a 30 ans chirurgien au Rwanda pendant le génocide. Tout un système qui avait été superment structuré s'est retrouvé complètement par terre avec cette période de génocide. J'ai resté 8 mois au Rwanda. Il n'y avait plus de système debout, pas de centre de santé, pas d'hôpital de district qui marchait, rien du tout. Et quel que soit ce qui avait été fait, on voit tous les œuvres ont été pratiquement détruites en une seule journée. Maintenant, repartant ou revenant sur les facteurs de disparité, on se rend compte qu'à l'époque, on pensait que les facteurs environnementaux n'intervenaient que dans environ 5% des facteurs de disparité en santé, qu'en réalité, les facteurs héréditaires et génétiques dont nous ne pouvons malheureusement pas nous débarrasser autour de 30%. Mais je pense que le facteur environnemental va aujourd'hui jouer un rôle beaucoup plus important avec tout ce que nous vivons comme changement climatique. Et je pense qu'il va peut-être revoir ce schéma. Et je pense que ça va aller au moins au niveau de 15%. Je ne suis pas un expert dans ce domaine. Donc, on est obligé de les prendre en compte dans nos stratégies de prévention et dans nos stratégies de traitement. Pour simplement dire ceci, si des pays comme le Sénégal ont réussi à améliorer fondamentalement l'espérance de vie, beaucoup de Sénégalais ne savent pas que le Sénégal aujourd'hui occupe à peu près la 9e place en termes d'espérance de vie en Afrique. Si on met le Sahara occidental comme un pays, on est 10e. Mais si on le considère comme partie prenante de notre pays, on est 9e. Et on est aujourd'hui à 69,5 années d'espérance de vie, ce qui est quand même très important. Il n'y a que les pays du Maghreb, du Machrek, le Cap-Vert qui est 2e, peut-être Maurice qui sont devant nous. Mais ce n'est pas dû à des hôpitaux qu'on a construits, ce n'est pas dû à des disponibilités de médicaments ou de chirurgiens comme moi. Non, c'est dû à la gestion des déterminants sociaux de la santé. Et dans la prise en compte des déterminants sociaux de la santé, il y a la prise en compte, du facteur environnemental, qui détermine aussi bien les intoxications, l'hygiène, et aussi un deuxième élément important, c'est le financement de la santé. Mais si nous avons des crises climatiques, des crises environnementales, nous allons maintenant retransférer l'argent vers la gestion de ces crises. Aujourd'hui, le Sénégal a des problèmes en gérant des crues de fleuves au niveau de l'Est, au niveau du Nord, et peut-être qu'une bonne partie de l'argent qui peut être réorienté dans des secteurs déterminants comme la santé ou l'éducation, cet argent va aller au niveau de ces problèmes climatiques que nous avons présentement au Sénégal. L'autre élément qui a probablement permis d'arriver à ce très bon niveau en termes d'espérance de vie, c'est l'éducation. Quand on éduque bien sa population, quand on communique bien avec sa population, quand on fait vraiment une information dans une perspective de promotion de la santé, mais les populations sont mieux outillées à vraiment éviter certains facteurs de risque de devenir malades. Et en ce moment, on améliore aussi la bonne santé des populations. Donc je pense que parler de mesures pratiques pour adresser ces crises sanitaires, environnementales et climatiques, c'est d'abord gérer l'éducation pour une bonne protection de l'environnement, éviter tous les facteurs qui contribuent au réchauffement climatique. Deuxièmement, c'est une promotion de la santé en protégeant l'environnement dans tous les secteurs. Troisièmement, c'est trouver des financements permettant de protéger l'environnement, mais aussi de pouvoir permettre aux populations d'accéder aux soins. Et il est important dans cette perspective aussi de repartir sur la formation. La formation est une base importante. Pourquoi? Parce que les curricula dans les écoles de formation, dont nous sommes tous des professeurs d'université, sont centrés sur le malade et la maladie.
pour l'essentiel. J'ai été responsable d'enseignement de faculté de médecine, mais on enseigne le malade et la maladie. Le médecin, le malade et sa maladie. Aujourd'hui, on doit sortir de ce paradigme pour maintenant prendre en compte la santé globale comme étant un facteur fondamental. Donc on doit réinventer les curricula. Mais il a été dit tout à l'heure quelque chose d'important, il faut rompre les silos. Il faudrait que les gens puissent travailler ensemble et que la santé environnementale fasse partie intégrante de nos enseignements, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Mais il est aussi important que dans nos institutions de recherche, que nous puissions travailler ensemble. Nous l'avons essayé à Dakar, je vais terminer par ça, mesdames chères et co-chères. Quand nous avons mis en place les écoles doctorales, mais l'une des premières, c'était l'école doctorale Sciences de l'environnement et de la vie, santé, environnement et vie. Et nous nous sommes retrouvés, je suis membre fondateur de l'école, j'étais membre du comité scientifique, mais les gens sont venus, chacun avec son programme, dans l'école doctorale. Nous n'avons jamais été capables de trouver cet aspect translationnel qui devrait mettre en place des dispositifs pour que les très bons scientistes et les bons cliniciens puissent travailler ensemble de façon translationnelle. Donc cette interdisciplinarité, cette transdisciplinarité doit être une nouvelle approche pour que tout le monde puisse ensemble réfléchir sur les moyens de prévention de cet impact de l'environnement et du changement climatique sur les populations. Je vous remercie. Thank you, Professor Guye. Indeed, you've shared historically that what we learned 40 years ago may not be suitable to how we respond to the current challenges. And it is for that reason that we need a paradigm shift. And for that reason, the manner in which we design the health services, the manner in which we organize services, the manner in which we train to be able to respond to these multiple crises is important. And also that we are faced not only with climate change, environmental change, but there are also conflict zones in the region. We also have an increase in non-communicable diseases, and it is in that regard that we have to look at how best we focus on investing in addressing determinants of health and looking at preventative measures, training communities, training people so that they can best deal with these risks. Investing also in research and education and reorientation of our training programs. But you also shared with us the Senegalese success in increasing life expectancy, and that these lessons can be learned, and this also is probably something that we can take forward on how best we can improve life expectancies in other parts of the region. So we'll move on and invite our third speaker. I don't know if we're able to get Minister Pate online. Can you get a confirmation? Doesn't confirm. So on that note, given that we had a few questions and we still have our panelists, and I would like to also welcome my co-chair, Entle Ampo, to say that yes, indeed, we've heard about One Health this morning and the importance of the intersectoral and multisectoral approach. And I hope these are some of the discussions that will further enrich
the negotiations that we are currently steering on the pandemic treaty. So for the panelists, we have one other question. We would like to know from you if you can share with us your insights about how best we can make investments in health. From your global perspective, we had France, Entler. You are making investments, of course, but we'd like to hear domestic investments. How do we also invest domestically as a region to respond to the crisis? Over to you, Professor. Thank you. So domestic investment in terms of finances and other resources that are needed, So as we heard from some of the international organizations, I think that the international level, it should be a key deliberate policy from the AU, from regional blocs, ECOWAS, and then at the national collaborative levels. And that, as we did for the Abuja 2001 declaration, I believe it is time for a new commitment by all the heads of state to make some commitment towards climate change within Africa itself, much as we are working with international partners and collaborate. There is a need for a high ministerial or national commitment by individual countries to commit how much they can spend out of their gross domestic product to support health, and specifically in terms of climate change. That will be my proposal for the financing aspect. And then for other resources, we have the universities. Unfortunately, the universities should position themselves, universities, research institutions, as a key primary driver for our forward movement. The universities, as we've known, tend to work in silos, but climate change affects us all. So we should have universities across the continent working collaboratively, doing research that will improve the fortunes of the continent and also provide evidence on the causes, the harms that it does. Currently in my country, Ghana, there is a lot of environmental issues, degradation, and as we speak, the National Union of University Teachers are on strike, protesting against the wanton destruction of the environment. And I believe the universities, in this case, need to be the voice of the nation. If all else fails, we should be the last bastion to protect what we have for our environment and for the health of our people. It's also, the universities also have the comparative advantage of being neutral in most of the things, the non-political and non-aligned, and then because of the advantage they have, they are able to harness and be able to get the communities involved. So the advice is that we shouldn't stay in the ivory tower, but we should take the gown to town. We should, as academics, we should move into the communities. Bringing the communities into the university is always challenging, but we should move into the community, send our gown to town to educate, to provide advocacy, and to share the research evidence so that everybody understands the harm that climate change potentially can have on our health system. So I think these two key resources can be brought to bear within the countries, yes. The gowns to town. I like that expression, take the gowns to town. But also, let's also look at domestic investments. We have the Abuja Declaration. Let's go back to those commitments that were made and ensure that at least we can live to the spirit
of those declaration of ensuring that there are investments in health. Those investments that should come from the continent. But universities themselves are producers of knowledge, they generate evidence, but they must also be this voice, the voice of reason that others can rely on. Regional bodies must also step up and ensure that investments can be made. Professor Guye first, and then we'll come to WHO. It was about investments. What investments can be made? Any ideas? Because we heard earlier from the French ambassador, Entle Ampo, Ambassador Ampo, that the French is doing a lot. They're investing through bilateral and multilateral system. They are funding a lot of initiatives. My question was, what kind of investments are coming out of the continent? At a domestic level, what are countries? Actually, I usually heard that Africa is the future, and I say Africa is the present. Because yesterday is gone, we don't know what tomorrow will bring, so we have just today to think and to act. Hopefully, in many African countries, we have resources to invest domestically, but we kept relying on external fundings for anything, even the essential sectors like health, education. And in time, we have seen the level of investment from abroad reducing and coming down and down and down. Whilst in our country, we have money. Like in Senegal, we have now oil and gas coming up, and we have started selling, I think, all gas or oil now in this country. We were developing smoothly, but surely without having even natural resources. Our president last week went to the eastern part of the country to see those people exploiting gold. We have a lot of gold, and that gold that is being exploited in Senegal, in this country, is it profiting or benefiting the society? We don't know. So I think we have enough resources in Africa. What we just need is the government to be aware of the need of investing in the area of climate and environment protection. We don't need to wait for people from outside, even bilaterally or multilaterally, to bring resources. We have the resources here. It's just the way we invest. It's only the priority we give to those things. And I think to environment and climate change, the African countries should count on their own resources, count on regional communities. We have ACDC in South Africa, southern part. We have YME, West African Economic and Monetary Union in West Africa. We have ECOWAS, we have CEMAC in Central Africa. And I think in those sub-regions, we can mobilize enough resources, share capacity, exchange knowledge, and share resources to fund all those programs. We have the money, and we should act by ourselves. So Africa is not the future, Africa is the present, and we should act now. Thank you. Dr. Diop, your reflection. Now you are coming from a multilateral institution. So what is your... Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon point de vue en termes d'investissement, je crois qu'il faut permettre à ceux qui donnent nos politiques de pouvoir disposer de suffisamment d'évidence. Le premier investissement que nous devons faire en Afrique sur les questions de climat, c'est de travailler à disposer de données fiables qui permettent d'orienter nos stratégies en matière de lutte contre le climat. Cela nous permettra de ne pas faire du copier-coller. Il est important que nous puissions
aider nos gouvernants à disposer de données claires et de données qui soient factuelles. On l'a dit, il faut encourager, c'est un autre investissement, parce que l'investissement ne doit pas être que financier, il faut encourager la multisectorialité. J'ai parfois quelques difficultés quand j'entends plan national d'adaptation du secteur de la pêche, plan national d'adaptation du secteur de l'agriculture. On est encore dans les silos. Or, nous devons travailler de manière multisectorielle pour pouvoir adresser les véritables questions et les véritables effets des changements climatiques. Nous avons à côté l'éminent le docteur Sosefal qui s'occupe des maladies tropicales négligées. C'est des questions qui sont là avec les déterminants des maladies tropicales négligées qui sont parfois exacerbées par les questions climatiques. Mais si on n'a pas d'évidence dans les pays, si on ne travaille pas de façon multisectorielle, ces investissements sont des investissements qui ne sont pas, qui ne feront pas suite à un avenir certain. On l'a dit en d'autres termes, en ce qui concerne les investissements, il faut renforcer, il ne sert à rien de mettre de l'argent alors que les capacités des acteurs, des autres secteurs, de tous les secteurs, ne sont pas développées. Il faut renforcer les capacités des acteurs et ce qui permettra de pouvoir eux-mêmes faire les études de vulnérabilité dans les pays. Au Sénégal, nous avons réussi avec des acteurs locaux à faire des études de vulnérabilité dans 5 régions et nous travaillons en mettant un cadre des partenaires avec l'État du Sénégal à développer un plan de résilience des communautés et des systèmes de santé. Donc ça constitue un investissement qui permet aux populations et aux systèmes de santé de pouvoir faire face au changement climatique. Je finirai par les communautés. Elles sont souvent oubliées. Quand je pense aux crues qu'il y a quelque part au Sénégal, les structures de santé sont inaccessibles. Cela aussi, c'est une conséquence des changements climatiques. Mais ces communautés qui sont aujourd'hui, qui ont des difficultés pour accéder aux structures de santé, quelque part dans leur coin, elles sont productrices de ces effets de serre qui contribuent au changement climatique. Il est important que ces communautés puissent être sensibilisées. Il est important que ces communautés, avec les acteurs qui sont à la base, puissent comprendre leur rôle et cela permettra, il n'y a pas meilleur investissement que l'engagement communautaire, que la participation communautaire pour lutter et prévenir les changements climatiques. Voilà ce que je voulais dire au-delà de l'aspect financier. Merci. Okay, thank you. Entle Ampo, we heard about investments. That is not just about money, but investing in human capital. Any reaction from you? Merci beaucoup, Precious. Je vais parler en français. Je partage tout à fait ce point, c'est-à-dire que l'investissement n'est pas uniquement financier. Il y a un investissement politique, il y a un investissement en sensibilisation au niveau international, mais aussi au niveau local des communautés, et il y a l'investissement en formation. Et je pense que ces points-là sont extrêmement importants et sont complémentaires. Et quand on parle d'investissement des partenaires ou d'investissement domestique, je pense que l'ensemble de ces différents investissements sont à prendre en compte et peuvent faire la différence dans le contexte que l'on connaît de crise sanitaire liée au changement climatique. C'est vraiment l'affaire de tous et donc la sensibilisation et la formation sont également clés au-delà de l'investissement financier. Thank you. I'll hand over to my co-chair to proceed with the program. Thank you, Precious. I know we had only 1 hour and we have exhausted our time. And I know Professor Gay is the imam of the mosque. He had to lead the prayer. Nous avions un certain nombre d'invités spéciaux. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous là. Monsieur Pierre Ngoudimba, le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas vu ici. Docteur Ousmane Sissé. Non. Professeur Seydi Moussa. Non. Professeur Sundiata
Keïta. Je pense qu'il était là tout à l'heure, mais il doit être dans une autre session. Cela veut dire qu'on peut ouvrir rapidement pour quelques questions, quelques contributions au niveau de la salle avant de terminer cette session. La parole est à vous. Oui, Dr Ndir, tu voulais dire quelque chose? Merci beaucoup. Je suis docteur Ndir, je travaille à CDC et je suis épidémiologiste. Je voulais juste appuyer une intervention que le docteur Aloïse a soulevée tout à l'heure dans son intervention et qui me semble tout à fait très pertinente parce que c'est vrai qu'on parle du changement climatique et on utilise toujours l'approche One Health pour un peu disons, partager des informations pour prendre des décisions dans le cadre de ces effets climatiques sur la santé et vice-versa. Mais la problématique majeure qui se pose actuellement, c'est pour pouvoir partager ces informations, il faut avoir des données, transformer les données en informations pour prendre des décisions. Actuellement, les secteurs sont cloisonnés. Et même dans le secteur de la santé, il souffre beaucoup de données. Moi, je suis data scientist, épidémiologiste, et j'ai travaillé pendant ces 10 dernières années dans les données. Les épidémies d'Ebola, les épidémies de Lassa, les épidémies de Covid, et les épidémies, les inondations, les épidémies qui ont des problèmes, les problèmes liés à l'alimentation. On a très peu de données qui sont partagées. On n'a pas de systèmes qui sont interopérables. Et je voulais vraiment faire ce plaidoyer pour qu'on puisse renforcer, dans le cadre du renforcement de capacités des acteurs, pour pouvoir non seulement générer des données, mais on passe aussi beaucoup de temps à processer des données, c'est-à-dire à collecter des données. Mais on a très peu de capacités à analyser pour prendre des décisions. Data for decision making, c'est vraiment ça qui est un gros problème. Et c'était juste un plaidoyer que je voulais faire dans le cadre du renforcement. Parce que moi, je fais des formations dans ce sens-là et ce serait bien qu'on prenne en compte. Et l'autre élément qui est beaucoup plus, c'est que certains secteurs sont très en retard sur un peu les informations à partager. On a très peu d'informations sur effectivement l'impact de la santé sur ces secteurs. Et on a très peu d'informations sur l'impact des changements sur la santé. Donc ce serait bien de voir comment mettre en place des mécanismes de partage transparent des données et de partage des informations et de pouvoir avoir une politique de gouvernance de l'information pour pouvoir améliorer ces aspects. Merci. Merci Dr Ndir pour cette contribution très importante. Vous mettez en relief la nécessité d'avoir une analyse du risque de façon multisectorielle, parce que quand on parle de collaboration multisectorielle, on ne peut pas juste se rassembler dans des séminaires et commencer à écrire des plans. Il est important de faire une analyse du risque au niveau des secteurs, mais avoir cette interopérationnalité. Donc hier on parlait de la surveillance collaborative pour être sûr que tous les secteurs travaillent ensemble pour analyser le risque, mais aussi faire des projections qui permettront aux décideurs politiques d'avoir des choix opérationnels et des choix politiques pour prévenir l'effet du changement climatique dans tous les secteurs. Cela permet aussi de mettre l'accent sur un point soulevé par Dr Diouf. On n'a plus besoin d'avoir chaque secteur de façon isolée faire son plan d'adaptation au changement climatique. Nous avons besoin de beaucoup plus d'intégration, aussi bien au niveau de l'analyse du risque, aussi bien au niveau de la planification et la mise en œuvre que le financement. Et un financement intégré et transversal permettra aussi au niveau politique d'avoir une approche beaucoup plus efficace du financement domestique de l'adaptation au changement climatique. Donc un point évoqué tout à l'heure par ma co-chair. Je
pense que nous avons M. Ibrahim Onoba de Petrosen parmi les invités spéciaux qui remplaçait M. Lee. Donc on vous donne la parole avant de conclure cette session. Merci. Merci, Dr Fall. Donc, comme vous le dites, je suis Ibrahim Onoba, conseiller technique en charge du suivi des projets pétroliers et gaziers au niveau de Petrosen Exploration et Production. Donc, je remplace M. Tierno Sedouli, donc, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui parmi vous pour prendre part à ce panel dû à d'autres engagements. Je souhaiterais juste apporter peut-être un retour d'expérience par rapport à l'impact de la crise climatique, donc de la Covid-19, sur nos projets pétroliers et gaziers. Bon, il s'est trouvé par malchance nos deux projets majeurs aujourd'hui, qui sont le projet pétrolier Sangomar, qui est actuellement entré en production, et le projet gazier que nous développons avec la République sœur de la Mauritanie, se sont trouvés confrontés aux problématiques de cette crise climatique. Donc ils ont été développés en pleine crise Covid, et beaucoup de leçons apprises, puisque on s'est rendu compte d'abord de l'impréparation de notre industrie face à ces crises, mais également de l'impact que ça a eu donc, sur des pays quand même très grands pays comme la Chine, des pays asiatiques qui sont pionniers dans le secteur industriel, comment ça a complètement transformé justement la vision que nous tous, acteurs de l'industrie pétrolière et gazière, avions de ces pays-là, et la vulnérabilité de leur système de santé et l'impact que ça a eu finalement sur leurs économies, et qui a eu un impact finalement sur nos projets, sur leur rentabilité. Et quand on parle de rentabilité de ces projets, on parle aussi de la part de l'État du Sénégal, donc qui se trouve aussi impacté. Et ce retour d'expérience est d'autant plus intéressant puisque ces crises climatiques ont aussi déclenché toute une prise de conscience de la société civile, des populations sur l'impact qu'a ces compagnies pétrolières et gazières en termes d'émissions. Je pense que vous l'avez largement souligné, ces problématiques d'émissions qui sont des problèmes de santé publique et qui aujourd'hui nous sommes tous interpellés, donc nous acteurs du secteur de l'industrie, à veiller à notre impact sur l'environnement, qui sont directement du coup des conséquences donc on peut constater au niveau de la qualité de l'air. Donc quand on parle de qualité de l'air, tout de suite on parle aux santé publique, hein, donc tout de suite un impact de masse. Et l'autre chose intéressante, c'est comment justement cette prise de conscience et la prise en compte de cette demande communautaire a eu un impact aussi sur les projets. Puisque quand on parle d'émissions, de réduction d'émissions, on parle d'innovation, on parle de développement technologique qui nous coûte de l'argent et derrière qui sont impactés sur les projets. Donc, et tout ça, donc, toutes ces problématiques-là, encore une fois, relèvent de l'impréparation, encore une fois, du secteur énergétique, donc qui s'est retrouvé vraiment à réagir plutôt qu'à anticiper justement les conséquences de ces crises. Et je pense que c'est quand même beaucoup de leçons apprises et qu'on va essayer justement d'appliquer sur les prochains projets pour que ces paramètres-là puissent être pris en compte dès le départ afin qu'on puisse éviter ce qui est arrivé quelques années en arrière et qui aujourd'hui a un impact certain sur nos revenus en tant que société nationale intervenant dans ces projets, mais aussi en tant qu'État du Sénégal qui a des parts dans ces projets. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est notre approche en termes de partenariat. Puisque, encore une fois, je reviens en Asie, deux pays intéressants, la Chine et la Corée, deux gestions différentes de la crise du Covid. Donc on s'est retrouvé avec l'industrie chinoise qui s'est retrouvée complètement à l'arrêt et en train de réfléchir face à la réaction. Et de l'autre côté, on s'est retrouvé avec la Corée du Sud qui était, disons, mieux préparée, puisque derrière, il y a l'industrie qui a continué à fonctionner. Et derrière, toutes les sociétés qui ont décidé d'aller développer leurs projets en Corée se sont retrouvées moins impactées que des sociétés qui ont décidé d'aller développer leurs projets en Chine. Et ça aussi, ce sont des retours d'expérience qui sont intéressants,
qui nous permettent aussi dans l'avenir de mieux choisir justement nos partenaires, parce que finalement on se retrouve à voir que quand on est résilient, quand on a un système de santé et un système qui est résilient, derrière ça a un impact sur la compétitivité également, donc qui est un paramètre aujourd'hui que nous prenons en compte en tant qu'industriels justement pour pouvoir accorder des contrats sur nos projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Noba, pour cette contribution très riche. Et nous sommes heureux de noter que le secteur pétrolier a déjà appris beaucoup de leçons des expériences passées et que ces leçons sont en train d'être appliquées pour les projets futurs et que la collaboration avec la santé ne fait que se renforcer. Et aussi, au-delà des leçons apprises au niveau du Sénégal, que des leçons dans des pays tels que la Corée du Sud aussi sont mises à contribution. Nous faisons la même chose dans le domaine de la santé. La Corée du Sud a eu l'avantage, ou en tout cas d'avoir eu l'expérience de SRAS, l'épidémie de SRAS dans le passé. Ça nous a beaucoup aidé à se préparer pour la pandémie, donc qui est venue quelques années plus tard. Et c'est comme ça la vie. Il faut toujours qu'on puisse apprendre des leçons et les appliquer et ne pas tomber dans ce cycle de panique et de négligence que M. Assi a souligné tout à l'heure. Je pense qu'à ce stade, on peut aller vers la fin du panel. Je voudrais remercier nos éminents panélistes pour les excellentes contributions que nous avons eues, aussi ma co-chaire aussi pour sa façon de manager le panel qui a été aussi au top, et demander à tout le monde un round d'applaudissements pour ces excellentes contributions de tous. Merci beaucoup. No, just to say that as we conclude, we had about 40 years. At least let us be counted. I mean, 40 years from now, when others talk about us, they must say we really made a difference. And the Ghanaian Forum would have contributed immensely to making this huge difference. But thank you again for being part of this audience and for participating. Thank you.